Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée dont voici les trois principaux titres. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est en visite au Soudan du Sud, où il a annoncé le soutien financier de l'ONU pour la protection et l'aide humanitaire au moment le plus critique du pays. Et puis au Congo, la Cour constitutionnelle a examiné les dossiers des candidats à la présidentielle du 20 mars qui lui ont été soumis par la Direction générale des affaires électorales. L'unique candidature rejetée est celle d'un inconnu de la scène politique. Enfin, au Nigeria, Sunday Oliseh a démissionné de son poste sélectionneur du Nigeria en raison de violations de contrat et d'un manque de soutien de la Fédération nigérienne de football. Voilà pour la vitrine de ce journal. Une fois encore, bienvenue. D'abord, en politique, c'est au Congo que la Cour constitutionnelle a examiné pendant 2 jours les dossiers des candidats à la présidentielle du 20 mars qui lui ont été soumis par la Direction générale des affaires électorales. Eh bien, l'unique candidature rejetée sur les 10 enregistrées est celle d'un inconnu de la scène politique qui n'a pu verser sa caution de 25 millions de francs CFA. Evan Bala nous en dit plus. La liste définitive des candidats en lice pour la présidentielle du Congo-Brazzaville pour le scrutin du 20 mars 2016 a été arrêtée par la Cour constitutionnelle. Les candidats sont au nombre de 9. Il faut citer Denis Sassou Nguesso, Anguillos Nangia Ngambe, Pascal Tsatsi Mabiala, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolelas, Claudine Mounari Nema Bonzot, Joseph Kinyumbi Kia Bungu et Michel Mboussi Ngwari. L'institution a éliminé la candidature de Luc Parfait Chinyanga Mavungu, un inconnu de la politique congolaise. À Brazzaville, nombreux sont ceux qui imaginaient l'invalidation de la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko suite à ses déboires judiciaires pour lesquels il répond aux convocations du parquet et de la police depuis quelques jours. C'est au sujet d'une vidéo qui date du début des années 2000 qui circule sur Internet, mettant en cause le général Mokoko dans une affaire de coup d'État supposé. Le général, qui a récemment démissionné de ses fonctions de représentant spécial de l'Union africaine en Centrafrique, pourra néanmoins participer à la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, repart à la conquête des suffrages, tout comme en 1992, 2002 et 2009. 4 anciens ministres, dont une femme, 2 anciens candidats à la présidentielle de 2009 et un candidat qui se réclame du centre, complètent la liste. Et comme annoncé en titre de ce journal, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est en visite au Soudan du Sud, où il a annoncé jeudi le soutien financier de l'ONU à ce pays à hauteur de 21 millions de dollars pour la protection et l'aide humanitaire au moment le plus critique au Soudan du Sud. Aider le pays à sortir du cauchemar dans lequel il était a été le but de la visite de Ban Ki-moon. Reportage. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé jeudi les acteurs de la crise du Soudan du Sud, un pays déchiré par la guerre civile depuis plus de 2 ans, à faire preuve de responsabilité et à œuvrer à l'application de l'accord de paix signé en août 2015. Le secrétaire général, qui a également plaidé auprès de ses interlocuteurs pour que la liberté de mouvement des ONG soit garantie, a annoncé que les Nations Unies allaient débloquer 21 millions de dollars au titre de l'aide humanitaire pour le pays. J'annonce aujourd'hui que les Nations Unies vont dédier 21 millions de dollars de notre fonds central pour la réponse d'urgence au peuple du Soudan du Sud. Ces ressources nécessaires permettront une protection et une aide humanitaire au moment le plus critique. Ban Ki-moon a fait également valoir que le Soudan du Sud a maintenant un accord de paix à signer en août 2016 et que respecter les termes de cet accord n'est pas une option mais plutôt un devoir. Rappelant que l'accord de paix qui était conclu par Salva Kiir et Riek Machar en août 2015 prévoyait un cessez-le-feu et un mécanisme de partage de pouvoir pour mettre fin à la guerre déclenchée en 2013. Soulignant qu'en réinstallant le 11 février Riek Machar au poste de vice-président qu'il avait déjà occupé entre 2005 et juillet 2013, cela a marqué un léger progrès dans l'application de cet accord. Mais les discussions sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, censé aboutir avant la date butoir du 22 janvier, sont pour l'instant encore dans l'impasse.
Et Riek Machar n'est toujours pas retourné à Juba, la capitale où il n'a plus mis les pieds depuis 2 ans. Au Burundi, les 5 chefs d'État et de gouvernement africains mandatés par l'Union africaine ont débuté jeudi à Bujumbura une visite de 2 jours pour tenter de convaincre le président burundais Pierre Nkurunziza et son opposition de relancer un dialogue de sortie de crise actuellement au point mort. Le point avec Blanche Picard. Notre mission est de consulter tous les partis politiques ici au Burundi face à la situation et encourager tous les acteurs à participer dans le processus de médiation facilité par son Excellence le président Museveni et que tous s'engagent activement dans le dialogue inter-burundais. La tâche des 5 ainsi déclinée par le chef de la mission, les pourparlers et échanges ont pu s'ouvrir jeudi à Bujumbura. La délégation a rencontré premièrement des responsables politiques de tous bords pour s'entretenir ensuite avec des membres de la société civile et des autorités religieuses. Nous croyons fermement que les défis que le Burundi rencontre peuvent seulement être résolus via la participation de tous les partis dans un dialogue ouvert dont les résultats devraient être la paix, la sécurité et la stabilité pour le peuple du Burundi. Une plateforme qui est ouverte et que les citoyens, tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole sont les bienvenus. Sauf, bien entendu, ceux qui ont pris les armes. Parce que ça, c'est contraire à la résolution 2248 du Conseil de sécurité. La rencontre avec le président Nkurunziza était prévue pour le jeudi au soir. La conférence de presse à ce sujet est prévue pour se tenir ce vendredi à Bujumbura. Au Bénin, alors que la campagne pour la présidentielle du 6 mars bat son plein, beaucoup d'électeurs attendent leurs cartes pour voter. Eh bien, pour le moment, elles ont été distribuées dans 4 départements sur les 12. Une situation que dénonce la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. Eva Mbala pour les détails. Alors que la présidentielle béninoise du 6 mars prochain approche, les populations attendent toujours leurs cartes d'électeurs qui n'ont été distribuées jusqu'alors que dans 4 départements sur 12. C'est pourtant ce problème de distribution de cartes d'électeurs qui avait motivé le report au 6 mars du scrutin prévu à l'origine pour se tenir le 28 février. Pour en savoir plus, les membres de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin se sont rendus ce 23 février au Centre national de traitement, la structure qui produit et distribue les cartes. Gustave Assa, le vice-président de la dite plateforme, explique qu'il s'agit d'un problème de logistique qui a été corrigé. Néanmoins, il est du fait de la CNT. Selon la plateforme, 1,3 million de cartes doivent être encore imprimées. La CNT invite aussi tous les agents distributeurs à se remettre au travail maintenant qu'ils ont obtenu l'augmentation de leur rémunération journalière qui est passée de 1 000 à 2 500 francs CFA. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a décidé que ceux qui n'auraient pas la nouvelle carte d'électeur pourraient voter avec celle utilisée pour les législatives d'avril 2015. Au Sénégal, la campagne pour le référendum du 20 mars, scrutin qui doit valider ou pas le projet de révision constitutionnelle proposé par le président Macky Sall, est bel et bien lancée. 2 camps s'opposent, le camp présidentiel qui appelle à voter oui et le camp du non, représenté notamment par le Front du non. Retrouvons une fois de plus Eva Mbala. C'est au Sénégal que le Front du non tout juste créé accuse le chef de l'État de ne pas respecter sa promesse de réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans et de se donner la possibilité de faire 3 mandats d'affilée en cas de réélection. En somme, de réécrire la Constitution pour son propre compte. D'après le porte-parole du gouvernement et de l'APR, Seydou Gaye, le président Macky Sall entend laisser en héritage un système institutionnel puissant et solide. C'est une expression en wolof et un chant traditionnel qui pimente le débat politique. Tagué sur les murs, refrain de l'hymne du Front du non au référendum, l'expression faire son wax wacket est de nouveau à la mode, car celle-ci fut
lancée par Abdoulaye Wade qui n'avait pas respecté sa promesse de ne pas se présenter une troisième fois à la présidentielle. L'expression a évolué ces derniers jours depuis l'annonce de Macky Sall de ne pas réduire son mandat en cours suite à la décision du Conseil constitutionnel. Autre rappel à la tradition, le front du non au référendum s'appelle Nyani Bana, qui est un ancien chant traditionnel qui raconte le refus d'un village d'accorder l'hospitalité à un grand chef, Lat Dior. Un chant devenu l'hymne de la jeunesse du temps de Léopold Sédar Senghor. Un chant repris aujourd'hui par ceux qui veulent s'opposer à Macky Sall. L'expression Wax Waket et la chanson Nyani Bana vont donc continuer à résonner jusqu'à la fin du référendum du 20 mars. Une note d'économie pour la suite de ce journal. Le ministre des Finances sud-africain Pravin Gordhan a présenté hier un budget teinté d'austérité dans lequel il prévoit des augmentations d'impôts et une réduction des dépenses publiques afin d'éviter une dégradation de la note de la dette du pays. Eh bien, selon l'opposition, ce budget ne permet pas de faire face à la crise. Ahmed Jouibogo pour le point. Avec une croissance en dessous de 1% pour 2016, un quart de la population au chômage et une forte dépréciation de sa monnaie, ces 12 derniers mois, l'Afrique du Sud, détentrice de l'économie la plus industrialisée du continent, vit une période délicate. Nous avons pris en compte les problèmes et les inquiétudes de tout le monde et avons montré une fois encore que l'Afrique du Sud est capable de relever les défis et d'avancer. Des explications que les opposants de l'Alliance démocratique réfutent avec véhémence. En tant que représentant de l'Alliance démocratique, je voudrais juste dire que nous sommes déçus par le discours sur le budget. Je ne pense pas que le ministre puisse répondre aux défis de la crise imminente d'une possible dégradation de la note par Fitch et Moody's et d'autres agences de notation. Nous pensions que le ministre allait annoncer des coupes importantes des dépenses, notamment sur la consommation. Par exemple, sur le cabinet gonflé du président Jacob Zuma, avec lequel nous pourrions économiser 4,7 milliards de rand par an. Selon Pravin Gordhan, le budget aura comme objectif prioritaire de stabiliser la dette de 46,2% du PIB entre 2017 et 2018. Dans la foulée de son discours, la monnaie sud-africaine a perdu 2,25% de sa valeur face au dollar comme à l'euro. Regagner la confiance des agences de notation ne sera pas chose facile pour Gordhan, nommé en décembre dernier par le président Jacob Zuma après 2 changements de ministre en 4 jours. Une séquence désastreuse pour l'économie sud-africaine. Société à présent, fief historique des islamistes radicaux, la ville de Derna, à 1100 km à l'est de Tripoli, est tombée aux mains de l'État islamique en 2014. Mais l'été dernier, une coalition de milices hétéroclites dont des djihadistes l'ont chassé et depuis, les habitants assurent vivre une vie normale et ne pas vouloir du retour de l'organisation. Le récit de Blanche Piquet. Les hommes armés de Derna se tiennent prêts à défendre la ville libyenne en cas de retour du groupe État islamique. À l'ouest de la ville, un char a pris position en face d'une colline pour guetter tout mouvement suspect des djihadistes. La vie semble avoir repris son cours d'avant État islamique. Ne sont visibles depuis quelques semaines que des vestiges des sombres jours. Nous voulons montrer notre ville à tout le monde pour qu'ils voient par eux-mêmes les magasins, les embouteillages, les écoles, tout fonctionne normalement dans la ville. Il n'y a pas de terrorisme à Derna. Derna va bien et propre et elle est sûre. Nous avons du gaz et du pétrole. Le conseil de la Choura dirige la ville et nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas de terrorisme ici. Les terroristes ont été expulsés par le conseil de la Choura. Outre le conseil municipal, les commissariats ont également rouvert. Le conseil de la Choura des révolutionnaires de Derna insiste pour ne pas être associé aux groupes extrémistes comme Ansar al-Sharia, connu comme étant proche d'Al-Qaïda, et présent dans la ville, ainsi qu'à Benghazi à l'est et à Sabrata à l'ouest. À Derna, les habitants veulent croire que l'État islamique n'est plus qu'un mauvais cauchemar. Ce sujet fera l'objet du 7 ans plus de ce journal avec Blanche Fidga comme invitée. À Libreville, le ministère en charge de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a organisé une conférence de presse visant à éclairer les médias sur le rôle et les missions de ce département ministériel. Le compte-rendu de Dina Koussou sur les images d'Hervé Aubion. Inconnu d'un grand nombre de citoyens gabonais, le ministère de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a été présenté ce matin par Patricia Taillé, le premier responsable de ce département. En ma qualité de ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger,
Mon adhésion est totale à cette vision de partage du chef de l'État qui ambitionne de changer l'histoire de chaque citoyen en lui offrant la possibilité de transformer sa destinée à travers la conjugaison du diptyque égalité et chance. Le membre du gouvernement gabonais a aussi rappelé que son département ministériel reste une sentinelle pour les actions politiques en faveur des Gabonais. Le programme pour l'égalité des chances au Gabon a été, pour notre département, un signal fort de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de réaffirmer son engagement à assurer le mieux-être des populations gabonaises, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quelle que soit sa classe, quelle que soit son ethnie. Après cette présentation devant la presse, le ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger espère avoir levé toutes les zones d'ombre qui ont maintenu jusqu'alors ce ministère au second plan. Durant cette même journée, le ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a édifié la presse nationale et internationale sur l'applicabilité et les avantages du programme pour l'égalité de chances lancé il y a 72 heures par le chef de l'exécutif gabonais, Ali Bongo Ondimba. Un véritable moment d'échange. Retrouvons une fois plus Dina Koussou et Hervé Oubian. 2 jours après le lancement officiel du programme pour l'égalité des chances par le président de la République gabonaise, le ministre en charge de ce département face à la presse a expliqué la plus-value du dit programme. Je disais que le programme pour l'égalité des chances lancé le 23 février par le président de la République, chef de l'État, vise, n'est-ce pas, comme vous l'avez compris, la prise en compte des Gabonais, de l'ensemble des Gabonais, quelle que soit son origine, son affiliation, son sexe. Et ce programme est basé sur 5 piliers. L'égalité des chances pour la formation et l'éducation, l'égalité des chances pour l'emploi, l'égalité des chances pour l'accès aux soins de santé de qualité, l'égalité des chances pour les femmes et l'égalité des chances pour le combat contre les privilèges. Malgré la situation de crise économique qui fragilise les pays producteurs de pétrole, Patricia Taillé invite tous les Gabonais à participer à la transformation de leur pays. Le président de la République a tout simplement pris ses responsabilités. Il a réaffirmé son engagement de faire en sorte que tous les Gabonais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, participent au développement du pays. Plusieurs clarifications ont été apportées, notamment celles liées aux Gabonais de l'étranger, qui se résument qu'aux Gabonais expatriés. Et cette note d'éducation, le groupe scolaire Les Tianguettes a célébré hier matin à Libreville la journée internationale de la langue maternelle en différé. Une commémoration qui a été rehaussée par la présence du représentant du ministre de la Culture, Raphaël Bangomo Assoumo. Reportage. La langue maternelle a l'honneur à travers cette célébration en différé. Par leur richesse, nos langues vernaculaires méritent d'être maîtrisées et leur appropriation au sein de la cellule familiale est primordiale. Donc la langue maternelle compte. C'est pourquoi les décideurs doivent tenir compte de son impact positif sur les apprentissages des enfants. Une prise en compte de la langue maternelle dans les apprentissages au primaire doit être considérée comme une composante du développement inclusif. Les élèves ont par ailleurs exprimé leurs difficultés pour l'apprentissage des langues maternelles. Nous avons trouvé la prononciation de certains mots un peu bizarres et amusants, mais surtout très difficiles. Pour le représentant du ministre de la Culture, la valorisation des langues maternelles doit passer par un apprentissage chez les plus jeunes. Apprendre à parler sa langue maternelle devrait être une obligation de tout parent pour valoriser nos différences, qui font d'ailleurs notre richesse par sa diversité. La stratégie d'intégration d'apprentissage adoptée par votre groupe scolaire constitue une des approches novatrices que nous devons amplifier. À la clôture de cette journée, les élèves ont présenté des activités qui revalorisent les langues vernaculaires. Je m'appelle Anguille Océane.
De l'éducation en environnement, en phase d'achever la mise en œuvre du projet de surveillance de l'environnement assisté par satellite, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale est désormais une structure sur laquelle toutes les autres agences spatiales de la coalition vont désormais compter. Armédio Ebogo et Alexinia. Depuis la conversion de plusieurs aéronefs en plateforme de recherche scientifique, le système d'acquisition et de traitement des données s'est largement développé. Aujourd'hui, l'AGEOS coordonne depuis la base aérienne 01 de Libreville le travail effectué par le centre de recherche Armstrong de la NASA. Les données obtenues au Gabon vont servir de référence pour toutes les forêts équatoriales humides et notamment celles du bassin du Congo. Donc l'intérêt pour le Gabon est de prouver encore sa détermination sur le plan notamment scientifique dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le Gabon joue un rôle plus que déterminant au sein de cette coalition. La durée de cette mission sera de 4 ans. Déjà, jusqu'au lancement du premier satellite qui va démarrer en 2020. Mais la collaboration avec la NASA et le DLR va se poursuivre pendant les dizaines d'années de vie du satellite parce que, puisque lors de l'élaboration du satellite, il a été paramétré au Gabon, maintenant, à chaque fois qu'ils voudront s'assurer de l'état de fonctionnement du satellite, lorsqu'il sera à des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude, ils vont se référer au Gabon pour voir si les données qu'ils avaient trouvées lors du lancement sont les mêmes que 10 ans, 20 ans après le lancement du satellite. Voilà. Avec son antenne aérienne de 7,3 mètres de diamètre en bande X, son centre de compétences de télédétection, ses satellites mobilisés Landsat 7 et 8 et Cosmos AIMED, l'AGEOS couvre 23 pays du Golfe de Guinée, la totalité des massifs forestiers de l'Afrique centrale et plus de 80% des massifs de l'Afrique de l'Ouest. Du sport, avant la rubrique C'est en plus de ce journal, Sunday Olise a démissionné de son poste de sélectionneur de Nigeria en raison de violations de contrat et d'un manque de soutien de la Fédération nigériane de football. Mamadou Nyon s'en fait l'écho. Sunday Olise a annoncé sa démission du poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria en raison de violations de contrat, d'un manque de soutien, de salaires impayés et de primes non versées aux joueurs, à mes assistants et à moi-même, a-t-il indiqué sur son compte Twitter ce 26 février 2016. L'ancien milieu de terrain âgé de 41 ans était en froid avec la Fédération nigériane de football depuis l'élimination de l'équipe à prime composée de joueurs du championnat local au premier tour du championnat d'Afrique des Nations 2016 au Rwanda. La Fédération nigériane, focalisée par le congrès de la FIFA à Zurich qui va désigner ce vendredi le nouveau président de la Fédération internationale, n'a pas encore réagi. Les Super Aigles affrontent 2 fois l'Égypte, fin mars en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Au Gabon, la direction technique de la Fédération de judo a procédé jeudi à l'ouverture du premier séminaire de formation des animateurs à Libreville, précisément au gymnase d'Oloumi. Objectif, enseigner le judo aux séminaristes qui ont pour lourde mission d'encadrer et d'orienter les jeunes élites de demain en leur donnant des rudiments nécessaires. Michel Zouéi et Yannick Edou étaient sur place. Dans le cadre de son programme d'activité annuel, après avoir organisé un stage d'initiation à l'arbitrage pour les jeunes il y a quelques jours, la Direction technique nationale de judo vient de lancer un premier stage d'animateur. Cela dans le but de renforcer les capacités de plus de 60 séminaristes ressortissant de différents clubs locaux de judo et leur inculquer un enseignement exact concernant ce art. Toujours dans le cadre des activités de la Direction technique nationale, nous avons mis en place ce premier stage d'animateur qui va s'étendre aussi à l'intérieur du pays. Pourquoi organiser ce stage? Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que les anciens, des non-compétiteurs qui sont dans la salle. Nous avons dans la salle des compétiteurs aussi, parce qu'il faut préparer aussi l'après-compétition. Restons dans un élan d'innovation et du développement du judo au Gabon à travers la formation et l'enseignement. L'ouverture du séminaire dirigé par l'expert Georges Mandjombe va se dérouler en 2 séquences, notamment la théorie et la pratique. Nous devons rappeler aux athlètes et aux futurs entraîneurs les valeurs spécifiques au judo. Quels sont les fondements du judo? Les fondamentaux, c'est-à-dire les bases de la pratique du judo, de l'enseignement du judo. Et après, on va leur apprendre comment on peut diriger une séance et comment concevoir une séance de judo. À noter qu'après évaluation, ce séminaire de formation initié par la Direction technique nationale de judo sera sanctionné à son terme le 27 février 2016 prochain par la remise des diplômes d'animateurs et moniteurs aux méritants.
Et dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce journal, Blanche Bidga vient de me rejoindre sur ce plateau pour nous parler des habitants de Derna qui ne veulent pas d'un retour de l'État islamique. Nous en parlons dans une poignée de secondes. Blanche Bidga, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire à quoi ressemble aujourd'hui cette ville de Derna ? Derna est aujourd'hui comme toutes les villes qui ont connu des affrontements, surtout de la Kabylie, que provoque aujourd'hui l'organisation État islamique. Donc Derna, c'est une ville assez détruite, du moins partiellement. On a pu le voir dans les images. Les magasins ouvrent à nouveau, même si au niveau de la ville, des mesures sont prises justement pour assurer la sécurité. Mais la vie essaye de reprendre son cours au fur et à mesure du côté de Derna. Et les populations semblent vouloir retrouver leur vie d'avant État islamique, même si, comme je le disais tantôt, des mesures sont prises avec des volontaires d'ailleurs de la population qui se portent garant de cette sécurité-là. On a vu ces murs et ces postes de police qui sont placés de part et d'autre de la ville. Il est donc question de protéger Derna de l'invasion, si on peut le dire ainsi, de l'État islamique à nous. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus du Conseil de la Choura. C'est quoi exactement ? Alors le Conseil de la Choura, c'est un peu, c'est une sorte de milice rebelle, djihadiste, qui avant faisait partie aussi de cette mouvance djihadiste et aujourd'hui a choisi de défendre plutôt cette ville contre l'État islamique. La Choura est un peu à la Libye, ce qu'on a observé au Mali et dans le nord du pays, à Gao notamment, avec ces rebelles qui ont choisi de défendre leur mini-État. C'est vrai que la Choura gère un peu Derna comme une municipalité qui lui appartient, un peu comme un mini-État. Mais au moins, ces djihadistes-là ou ces milices-là ont choisi de lutter contre l'invasion de l'ennemi, notamment l'État islamique. Est-ce qu'on peut dire que la Libye pourrait retrouver son entière stabilité sociale, mais aussi économique ? C'est possible, mais les observateurs de la scène politique internationale reposent toute cette paix possible, la paix sociale ou alors économique et même politique sur l'adoption d'un gouvernement d'union nationale en Libye. C'est ce qui pourrait, selon ces observateurs-là, permettre au pays de sortir de cette crise et bien sûr également de fusionner, c'est-à-dire de ramener l'union au sein des différentes parties. La Libye aujourd'hui est un pays qui est divisé entre d'une part le Parlement internationalement reconnu et d'autre part les milices. Voilà, donc le gouvernement d'union pourrait permettre une union véritable dans le pays. Merci Blanche Bidga pour toutes ces précisions. Ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est en visite au Soudan du Sud, où il a annoncé le soutien financier de l'ONU pour la protection et l'aide humanitaire au moment le plus critique du pays. Et puis au Congo, la Cour constitutionnelle a examiné les dossiers des candidats à la présidentielle du 20 mars qui lui ont été soumis par la Direction générale des affaires électorales. L'unique candidature rejetée est celle d'un inconnu de la scène politique. Enfin, au Nigeria, Sunday Oliseh a démissionné de son poste sélectionneur du Nigeria en raison de violations de contrat et d'un manque de soutien de la Fédération nigérienne de football. L'action et l'équipe technique se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Bon appétit à vous si vous êtes à table.